Mes amis, bien le bonsoir. Nous sommes à Beyrouth le 25 janvier 2010. S'apprête à partir un Boeing 737-800, un avion très performant, très récent de la compagnie Ethiopian Airlines. Il doit faire un vol entre le Liban, Beyrouth, et Addis Abeba. C'est un vol qui doit prendre une bonne partie de la nuit. Le décollage est prévu sur les coups de minuit 30. Et voilà, au moment de la fermeture des portes, on a 90 personnes dans cet avion. L'autorisation de décollage qui est donnée de la piste 21 implique un virage à droite en suivant une route de départ qui s'appelle l'Ateb 1D. C'est une route de départ qui emmène l'avion vers le nord, vers une balise qu'on appelle Sheka, qui est représentée par un VOR, par une balise omnidirectionnelle. Et en fait, si vous regardez Beyrouth, toutes les routes de départ et les routes d'arrivée, eh bien, sont au nord. Ça veut dire tous les départs vont vers le nord, toutes les arrivées viennent vers le nord. Pourquoi? Parce qu'au sud du Liban, il y a Israël. Il y a des frontières, c'est une frontière extrêmement chaude sur le plan géostratégique, c'est une frontière disputée. Il y a des barbelés, il y a des militaires, des murs, des mines. Donc, ce qu'on voit au sol va s'étendre dans l'air. Ça veut dire qu'il y a des espaces aériens et même s'ils n'ont pas de barbelés, eh ben, c'est très difficile d'obtenir la coopération des deux pays pour permettre un transit de trafic aérien civil. Ce qui fait que les Libanais, pour ne pas avoir à dealer directement avec ce problème, ils envoient tous les avions vers le nord. C'est juste pour expliquer pourquoi un avion qui fait Beyrouth Addis Abeba doit partir d'abord vers le nord, ça n'a aucun sens. Si le monde était un peu plus normal, il aurait dû juste pouvoir décoller la piste 21 et continuer dans l'extension de celle-ci, puis aller vers le sud. Simple. Toujours est-il qu'avant le décollage, le contrôleur aérien va faire une fleur aux pilotes. Il ne peut pas leur faire une fleur en leur demandant de survoler Israël, c'est pas possible. Mais il va faire une fleur en leur disant tournez au cap 315 et allez directement vers la valise Sheka. Ça signifie vous décollez, vous faites un virage serré vers la droite, un virage en épingle à cheveux, comme on dirait dans les courses de Formule 1, et puis vous allez directement vers Sheka, une manière de leur faire une fleur. Parce qu'autrement, s'ils regardent la carte, s'ils doivent suivre la Latab 1D, ils doivent quand même aller vers le sud, monter jusqu'à 5000 pieds, tout ça, avant de faire demi-tour. Donc le contrôleur aérien leur dit, dès que vous pouvez, faites demi-tour. Voilà. C'est juste pour raccourcir le chemin. Dans le cockpit, on a deux pilotes, deux hommes. On a un commandant de bord, très expérimenté, 10 000 heures de vol, à sa droite. Un jeune copilote, beaucoup moins expérimenté, 350 heures de vol sur 737. L'avion décolle, train rentré. Et puis, ils vont entamer ce virage. Ça va mal se terminer parce que, au moment où ils entament le virage, le commandant de bord incline déjà l'avion un peu trop. On peut comprendre l'épingle à cheveux, mais il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup. Il suffit juste de laisser les choses suivre leur cours naturel. Là, il abuse. Quand il abuse, il a une alarme, bank angle, inclinaison. Cette inclinaison, va le rappeler à l'ordre. Après, pendant qu'ils sont en train de faire ce virage, le contrôleur leur dit, cette fois-ci il va changer d'avis encore une fois, il va leur dire, sortez au cap 270. Ça signifie tourner au cap 270. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce soir-là, il y avait des nuages à développement vertical tout autour de l'aéroport. C'est des nuages qui étaient un peu partout, des Charlie Bravo, cumulonimbus, qui sont porteurs de grêle, de pluie très forte, de turbulences et tout ça. Et donc, le contrôleur va s'employer à faire éviter aux avions qui décollent ces nuages-là, qui bougent tout le temps d'ailleurs. Il y avait d'ailleurs ce soir un SIGMET. Les aéroports ont plusieurs types de messages qui sont publiés, NOTAM et le TAF. Le NOTAM, c'est une observation. Le TAF, c'est une prévision. Mais il y a aussi des messages exceptionnels comme le SIGMET. SIGMET, c'est quand il y a une météo significative, exceptionnelle, qui survient, il est publié. Ce soir-là, il y avait un SIGMET. Ça vous raconte le sérieux de la météo qu'il y avait autour. Le problème, c'est que le
contrôleur leur dit d'aller au cap 270, mais sur son radar, il voit que l'avion ne va pas au 270, que l'avion continue à tourner vers le nord. À un moment donné, il est pratiquement plein nord. Il dépasse même, il commence même à aller un petit peu vers l'est. Le contrôleur est obligé encore de rappeler ce qu'il vient de dire, 270. L'appareil commence à s'exécuter, en tout cas en apparence. Il tourne au 270, mais en réalité, il tourne à gauche. Mais quand il arrive au 270, il va continuer à virer vers le sud. Donc il ne va pas s'arrêter au 270, il va continuer à tourner. À l'intérieur de l'appareil règne une terreur sans nom. Le premier qui est complètement gelé par ce qui est en train de lui arriver mentalement, il est en train d'être dépassé complètement par la situation, c'est le commandant de bord. Il sait plus trop ce qu'il fait. Il a des mouvements sur le manche, sur les palonniers, de plus en plus erratiques. La preuve, c'est qu'à un moment donné, il tourne le manche dans une direction, et avec ses pieds, il donne un coup de palonnier dans l'autre direction, ce qui n'a aucun sens. Quand il passe vers le sud, ils vont rentrer dans les nuages que le contrôleur voulait leur éviter. Donc, il y a de la pluie très lourde qui est en train de tomber et l'avion va rentrer dans un cycle de montagnes russes. Au départ, donc, durant le premier virage, ils ont eu un bank angle et ce bank angle va les accompagner tout le temps maintenant. Parce que chaque fois qu'il braque dans un sens, il braquera suffisamment fort pour causer l'alarme. Au départ, c'était 45 et après, il va commencer à aller vers les 60, 68. À un moment donné, l'avion va atteindre 118 degrés d'inclinaison. Ça veut dire que ça, c'est 90 degrés. Ça, c'est 90 degrés. Ça c'est 0, ça, c'est 90. 118, il faut rajouter une trentaine de degrés. Donc, on est sur le dos. Il connaîtra 2 décrochages. Ça veut dire que à un moment donné, il arrive vers les 7700 pieds et il est doucement en panique, le commandant de bord. L'avion le devance. Ses actions n'ont plus de cohérence. C'est un homme affolé, c'est un homme apeuré qui est en train de chercher ses repères mais qui n'arrive pas à les trouver. Et il dit au copilote go round, remise des gaz. Pour ce que ça veut dire ce mot à cette phase du vol. En tout cas, le copilote prend les manettes des gaz, les met à fond. L'instant d'après, le commandant de bord prend les manettes et les ramène au ralenti complet. Avec une telle brutalité que le bruit des manettes sur la butée va s'enregistrer, va être capté par le micro qu'il y a dans le cockpit. Et puis l'instant d'après, il les repousse encore au maximum. Les régimes des réacteurs varient du ralenti vol jusqu'au maximum. L'inclinaison varie également. Le cabrage de l'avion, le nombre de G, à un moment donné, ils ont 4,8 G. L'appareil arrive à 7700 pieds. Le stick shaker, le vibreur de manche, commence à vibrer. On est à 120 nœuds de vitesse et l'appareil décroche. Et il va tomber comme une pierre. Il sera récupéré in extremis vers les 6000 pieds. Et par la suite va s'engager encore un autre cycle de montagnes russes. Cette fois-ci, il récupère l'avion parce que quand il a décroché, le nez est passé sous l'horizon, il a commencé à accélérer. Et puis après, commandant de bord tire sur le manche et l'avion se cabre. Et il part sur une deuxième vague de montagnes russes, mais cette fois-ci plus élevée. Cette fois-ci qui va l'emmener jusqu'à 9000 pieds. Pendant ces phases de désorientation complète, il va dire au copilote, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le copilote, par moment, répond à cette interrogation. Et le commandant de bord lui dit « Fais quelque chose !» Le copilote ne fera pas quelque chose. Il va rester à observer, à tenter d'aider timidement son collègue qui est visiblement complètement dans le cirage, qui est complètement perdu. Deuxième décrochage, à partir de 9000 pieds, plus brutal celui-là encore. L'avion va se retrouver cabré de 32 degrés. Par la suite, il va se retrouver en piqué à 68 degrés. Les gens se tapent 0,6 G, ça signifie tout ce qui est dans l'avion et tout va commencer à flotter et tout ça. On est presque en apesanteur là. Et il part en piqué, avec toujours des mouvements désordonnés sur le manche, sur les palonniers. Et puis, ce qui devait arriver arriva. L'appareil pique de plus en plus vers la mer, tout en allant vers l'est. Le contrôleur aérien, lui, il dit, mais
c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fout le 409, qu'est-ce qu'il fout l'Éthiopienne? Et ils voient que l'Éthiopienne est en train d'aller vers l'intérieur des terres. Or, le Liban est un pays très montagneux. Beyrouth, c'est vrai que c'est au niveau de la mer, effectivement, mais dès qu'on rentre vers l'intérieur, eh bien, il y a des montagnes qui montent assez haut. Donc, ils voient l'Éthiopienne aller vers les montagnes. Ils disent, vous allez vers les montagnes, vous allez vers les montagnes. Ici, il revient. Là, il va se prendre un relief. L'Éthiopien 409 ne va pas se prendre un relief. Il va s'engager dans un virage à gauche extrêmement serré. Et puis, il ira vers la mer de plus en plus vite, de plus en plus vite. Il atteindra une vitesse de 407 nœuds. Ça signifie qu'il était au-dessus de la vitesse que pouvait, la vitesse maximale que pouvait se tolérer le 737. À un moment donné, il y a le clac, 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 clac de survitesse, une sorte d'alarme, hein, une sorte de claqueur qui fait un bruit très caractéristique quand l'avion est en survitesse. Les boîtes noires vont cesser d'enregistrer à peu près à 1200 pieds. C'est peut-être le début d'une forme subtile de désintégration de l'appareil, sous les forces, sous le nombre de jets qu'il est en train de subir. Mais de toute manière, à la vitesse à laquelle il tombait, entre 1200 pieds et l'impact contre la mer, c'était une affaire de quelques secondes. Les 90 occupants sont tués sur le coup. Vers les minuit 45, le contrôleur donne l'alarme, nous voyons disparaître l'appareil, et les militaires commenceront à chercher dans la nuit. Vers le matin, ils vont trouver des centaines de pièces que les vagues vont rejeter sur les plages du Liban. Ils vont trouver plein d'objets flottants, y compris des sièges, des jouets, des morceaux de mousse. Et puis bien sûr, ils vont aller aussi au large ramasser ce qu'ils peuvent. Les autorités libanaises sont relativement fauchées. Elles n'ont jamais pu, même s'ils gîtent à 45 mètres de fond, elles n'ont jamais entamé une véritable procédure pour lever tout l'appareil, pour essayer de sortir le maximum de l'appareil et de le reconstituer. Il n'y a pas d'argent pour ça. Donc, c'est à peu près 10% de l'avion qui a été récupéré, ainsi que les boîtes noires. Participent à l'enquête le BEA français, le NTSB américain et l'Éthiopie bien sûr, ainsi que le Liban qui lui gère l'enquête en tant que pays de survenance. C'est là où l'accident est arrivé. Dès le départ, l'ambiance est mauvaise parce que relativement au début, Boeing va laisser entendre que ils ont perdu le contrôle, hein, c'est tout. C'est une question de quelque part de compétence. Voilà, si vous êtes viandé avec un appareil qui allait très bien autrement et que vous avez soumis vos passagers à une tourmente pendant 4 minutes 17, c'est de votre faute. Hein, le constructeur peut rien faire pour vous. Le 737 n'est pas très user-friendly, c'est pas un avion facile à piloter. Quand on compare par exemple à un Airbus, c'est un appareil des années 60, un appareil très, très puissant, un appareil qui ne facilite pas la vie à personne. Donc, il faut avoir la main dessus, il faut bien le contrôler. Sinon, c'est la cata. Or, c'est ce qui s'est passé. C'était une catastrophe. Les Éthiopiens, pour eux, leurs pilotes sont très expérimentés et il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison pour qu'ils perdent le contrôle de cette manière-là. Pourtant, ce virage qui est demandé par le contrôleur aérien, décollage la nuit face à la mer et virage serré, on épingle à cheveux, comme on dirait en Formule 1. C'est un virage, un tueur. C'est un virage qui a tué pas mal de monde. Il y a beaucoup de veuves et des orphelins. Il y a beaucoup d'encre dans les rapports d'accidents pour des virages comme ceci. Le Flash Airlines Sharm el-Sheikh, qui s'était écrasé juste après le décollage. Faisait quoi le pilote? Il avait décollé face à la mer et pris un virage. On était dans la nuit, il était 3h du matin. D'accord? Il y a un jet privé qui s'est écrasé récemment aux États-Unis. Le pilote a décollé face à la mer, virage à droite, bam, il a fini dans l'eau. On compte même pas les avions hélices, les avions d'aéroclub, où des gens à peine formés décollent et puis perdent leur référence. Parce que il y a un monde entre décoller d'une piste qui est illuminée comme un sapin de Noël, et on a autour de soi plein de bâtiments illuminés, la ville illuminée. Puis l'instant d'après, on est en train de voler au-dessus d'une étendue noire sans le moindre repère visuel.
C'est la nuit, les gens sont fatigués, manquent peut-être de sommeil. Ces pilotes disaient qu'ils manquaient de sommeil, juste avant le départ. Sévère, c'est enregistré, qu'ils avaient mal dormi la nuit d'avant. Le commandant de bord a perdu les pédales, comment on pourrait dire. 10 000 heures de vol, on n'est pas censé perdre les pédales, parce que le genre d'accident dont je vous parle, le virage tueur, ça n'arrive pas à 10 000 heures de vol. Si on atteint 10 000 heures de vol, c'est que on n'est pas du genre à se faire tuer par des virages pareils. Mais alors pourquoi? Que s'est-il passé? Une chose très importante. Il ne faut jamais accepter les chiffres, il ne faut jamais accepter les faits juste tels quels, sans aller les démonter, regarder un petit peu à l'intérieur. Regardons les 10 000 heures du commandant de bord. Le rapport d'accident dit qu'il a 10 000 heures. 10 000 heures, 200 et quelques. Donc il était au nord des 10 000 heures. 10 000 heures révolues. Si on lit entre les lignes dans le rapport d'accident, quelles sont les heures qu'il a passées aux commandes d'un avion, en tant que responsable de l'avion, en tant que PIC, PIC, Piloting Command? Il a passé 3700 heures, donc le tiers de cela, en tant que Piloting Command. Le reste du temps, il a passé en tant que copilote. Maintenant, copilote, ça dépend. Les heures de copilote, tout dépend de la compagnie. Dans certaines compagnies, ça vaut beaucoup, parce que c'est des copilotes qui participent, c'est des copilotes qui sont impliqués, c'est des copilotes qui ont une autorité aussi. Mais il y a d'autres endroits où l'heure de copilote ne vaut rien du tout, parce qu'il est assis à faire de la communication par radio et puis regarder ce qui se passe dehors. Je ne sais pas comment ça se passe dans cette compagnie-là. On ne peut pas dire, mais est-ce que le crash lui-même n'a pas des indices qui nous permettent de savoir ce que fait le copilote dans cette compagnie? 3700 heures. C'est assez, c'est beaucoup. Sauf que sur les 3700 heures, il y a 2500 heures où il est piloting command parce qu'il est seul dans l'avion. Parce qu'en fait, il pilotait des avions d'épandage agricole. Des monomoteurs d'épandage agricole. L'épandage agricole est un métier très difficile, très exigeant. Il faut voler au ras du sol, à quelques mètres du sol. Il ne faut pas regarder les instruments, mais il faut regarder dehors tout le temps. Parce que la moindre erreur se paye cash. Il faut éviter les cheminées, les clochers, les lignes à haute tension, les aspérités de terrain. Parce qu'il faut balancer le produit d'épandage le plus bas possible, mais en même temps, il ne faut pas se ramasser non plus. D'ailleurs, la plupart des... c'est pas le cas de celui-ci, mais il y a beaucoup de pilotes d'épandage agricole qui ont connu 5 ou 6 crashs dans leur vie, parce que ça fait partie du métier, malheureusement. Est-ce que cette activité d'épandage agricole va donner à ce pilote des compétences qui sont transférables à un Boeing 737 qui décolle la nuit? C'est pas la même chose, c'est notre histoire là. Donc, si on retire ces 2500 heures, il nous reste 1200. Ces 1200, il y en a, si on va plus loin, il y a à peu près 1000 heures qui sont faites sur Fokker 30. Le Fokker 30 est un avion à hélice. Bimoteur, turbopropulseur, oui, un avion de ligne, mais il n'a ni la même vitesse, ni la même performance qu'un Boeing 737. Il est plus facile à piloter. Donc, c'est pas un avion à réaction. Les avions à réaction ont un niveau de difficulté plus élevé que des avions à hélice. Donc, combien il lui reste sur le 737 en tant que piloting command? Il lui reste 188 heures. Donc, on est en dessous de 200 heures. Okay? Donc, c'est quelqu'un qui venait de passer sur le 737. En termes de temps, c'est presque 200 heures ont été faites sur 51 jours. Il a été qualifié sur Boeing 737 en début décembre 2009. Il a eu le crash le 25 janvier 2010. Même pas 2 mois après. D'accord? Donc, le gars manquait d'expérience, visiblement.
manquer d'expérience pour être commandant de bord sur un avion de ce type. Déjà, c'est un gros problème. Deuxièmement, le copilote à sa droite. On aurait pu le mettre avec un copilote expérimenté. Le problème, c'est que ce copilote était jeune et peu expérimenté. L'été d'avant, en été 2009, en avril, il venait de passer son brevet pour piloter des avions à hélice. Par la suite, il a commencé à se former pour la licence de pilote professionnel, pas de pilote de ligne, pilote professionnel. Et à ce moment-là, il a commencé à faire du 737. Et puis en juin, il faisait du 737. Et au mois d'août, il était à droite, lâché comme copilote sur Boeing 737. Il avait 350 heures de vol. Au moment de l'accident, il n'avait même pas fait 5 mois sur 737. Donc, la réalité, c'est que nous passons de 10 000 heures de vol, nous passons à moins de 200. Ça signifie qu'on est dans une autre ligue en réalité. Même si ce raisonnement est à l'emporte-pièce et il vaut ce qu'il vaut, on voit qu'on n'est pas dans la ligue des 10 000 heures de vol. Et à sa droite, on a quelqu'un d'inexpérimenté. Malheureusement, il faut voir aussi c'est quoi la culture. Dans certaines compagnies, si le commandant de bord déconne, entre guillemets, l'instant d'après, le copilote prend les commandes. À moi les commandes. Il prend les commandes, peu importe. C'est moi qui pilote maintenant. Mais il suffit de très peu. Il suffit de 2-3 secondes d'égarement et c'est sur un avion de Lufthansa, j'avais déjà donné cet exemple, un Airbus A320 où ils avaient monté, c'est plus possible aujourd'hui, mais ils avaient fait une erreur de montage sur un connecteur et ce qui s'est passé, c'est que le mini-stick du commandant de bord tournait les ailerons dans le mauvais sens. Ça signifie quand il allait à gauche, l'avion voulait aller à droite et vice-versa. Le mini-stick du copilote était correctement configuré. Au décollage, c'est le commandant de bord qui faisait le décollage. Le commandant de bord tire sur le manche, l'avion a légèrement tendance à aller à gauche, un coup de vent, il corrige, et sur cette correction, l'avion, bam, part complètement. L'aile est passée à 20 cm, 30 cm du sol. Je vous parle d'un incident qui a pris une fraction de seconde. Mais durant cette fraction de seconde, le copilote a dit à moi les commandes, et le commandant de bord a lâché. Et le copilote a redressé l'avion, il a continué la montée. Voilà. Un vrai copilote ici. Là, dans le cas précis, c'est terrible d'avoir un crash avec un avion qui était parfaitement fonctionnel. Même si la partie éthiopienne n'a jamais accepté cela, pour eux, il y avait une bombe dans l'avion, hein, on est au Liban, donc forcément, il y a une bombe dans l'avion qui a explosé, qui a endommagé l'avion à telle enseigne qu'il n'était plus pilotable et les pilotes se battaient pour le contrôler. Pourtant, il y avait une cohérence constante entre ce que faisait le commandant de bord aux commandes et le comportement de l'avion, ce que l'avion faisait. Il n'a jamais été démontré que les pièces retrouvées, les gens qui ont été retrouvés, il n'y avait aucune trace d'explosion ou trace de quoi que ce soit. Allons dans cette direction. Donc voilà. Certains ont dit si c'était un Airbus, ça ne serait pas arrivé, parce que l'Airbus empêche de mettre l'avion sur le dos, empêche de décrocher. C'est vrai cela? Possible. Ce crash-là ne serait pas arrivé. Mais malgré tout, Airbus n'a pas pu démontrer que la sécurité globale de ces avions est plus élevée que celle des Boeing, celle du compétiteur. Boeing et Airbus, même si c'est très très dur de comparer, hein, on a par exemple aujourd'hui encore des vieux avions Boeing qui volent, alors que Airbus, ils sont généralement plus récents, hein, vu que ce constructeur arrivait plus tard. Mais si on compare les deux, grosso modo, voilà quoi. Le Boeing a eu son 737 MAX, et puis Airbus a eu l'Air France 447. C'est ça. C'est très difficile de comparer les deux. Mais la sécurité de l'un et de l'autre est pareille. Pourquoi? Je vous laisse avec la question et j'y répondrai une autre fois. À très bientôt.